Merci de vous installer. On va reprendre cette journée, le programme de cette journée, rentrer encore plus avant dans le sujet de la gestion des risques. Je vois que les présentations de ce matin ont dû susciter des débats qui se prolongent. Je vais appeler Monsieur Lardbina aussi à nous rejoindre à la tribune. Donc dans un premier temps, nous sommes ensemble pour une session de 14h30 à 16h. Dans un premier temps, nous allons écouter Vincent Baloué. Exemple à l'appui, il va nous expliquer à quoi correspond une démarche de gestion des risques. Donc ancien chargé de mission auprès du SIGREF, de la Fédération française des sociétés d'assurance, du MEDEF à Bercy, notamment lors du passage à l'an 2000. Vincent Baloué est un des 3 experts reconnus en France. Il n'y en a pas beaucoup, vous avez la chance d'en avoir un des 3 sur le sujet. Il est aujourd'hui associé et dirige maîtrisedescrises.com, donc un site sur lequel je vous invite à vous rendre. Et il est très actif en matière de conseil et de formation. Donc je lui laisse la parole sans plus attendre. Merci. Bien, bonjour à vous tous. Je ne sais pas si je dois simplement appuyer sur pour que ça avance, c'est ça? Oui. Donc merci à vous de m'accorder un peu de votre attention. Donc le sujet qui m'a été confié, c'est gestion des risques, gestion des crises, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, tout ça. Et par rapport aux présentations qui ont été faites ce matin, où on était à la limite de l'espace, si j'ai bien compris le vol parabolique, je crois que l'espace a démarre au-delà de 100 km, alors c'est un peu en dessous, mais enfin pas très loin. Là, brutal retour sur Terre, on va parler de choses absolument concrètes et dont on ne peut plus terre à terre, voire sous l'eau, si on regarde l'actualité d'hier et avant-hier dans le sud de la France, je vais y revenir. Alors, première chose, qu'est-ce que la gestion des risques? Alors, dans le monde qui nous occupe aujourd'hui, d'abord, la gestion des risques est une discipline qui existe depuis un bon moment. Ce n'est pas une innovation du tout, c'est quelque chose qui existe dans le monde de l'entreprise depuis de nombreuses années. Pourquoi? Parce que quand on les gère mal, on perd de l'argent, c'est aussi simple que ça. Et que les chefs d'entreprise, quand il y a de l'argent qui s'en va de manière inconsidérée, en général, ils se préoccupent un petit peu de savoir comprendre ce qui se passe. Et donc, il y a des démarches pour comprendre tout cela depuis très longtemps. Quand je dis très longtemps, comprendre le début des années 80 environ. Par-dessus le marché, en France, on a été un des pays les plus en avance sur l'analyse de risque. L'analyse de risque, c'est le truc qui permet de dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour faire simple. Alors ça vient il y a une particularité très franco-franchouille, hein, vraiment un truc à nous, c'est que ce sont les assureurs, dans les années 80 et en particulier en 1983, qui ont constaté un peu à leurs dépens que les assurances que eux-mêmes mettaient sur le marché pour gérer les risques informatiques, donc on est très près de nos sujets, les contrats d'assurance à l'époque étaient taillés juridiquement comme des contrats bris de machine, c'est-à-dire en gros on assurait le kilo de ferraille. Et donc pour assurer une très très grosse machine, c'était très cher, et pour assurer une petite machine, c'était pas cher. Voilà. Parce qu'on ne savait pas faire autrement. Hein. Et bien entendu, comme la valeur est immatérielle, tout de suite ces contrats ont bu l'eau instantanément. On appelle ça le rapport sinistre-prime dans le monde de l'assurance. Et donc ils se sont dit, tous les assureurs rassemblés, ils ont dit qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas, ça ne marche plus, on perd de l'argent, voilà. Et donc c'est là que la démarche des assureurs a été relativement originale par rapport au reste du tissu occidental et européen en particulier, c'est de créer des méthodes d'analyse de risque. Alors peut-être que certains d'entre vous avez entendu parler de Marion à l'époque. Alors Marion, c'est pas du tout un prénom féminin, c'est méthode d'analyse des risques informatiques et optimisation par niveau. C'est qu'on a le sens de l'acronyme, hein, pas que dans la médecine, hein, ailleurs aussi. Et donc les assureurs ont dit, voilà, on va faire une espèce de questionnaire de diagnostic pour aller piloter les risques. Quand on aura des bonnes notes, ça sera pas cher, pour s'assurer. Quand on aura des mauvaises notes, ça sera plus cher. Et puis le jour où ça brûle, on va remettre encore un coup d'évaluation. Et ça permettra de mettre à jour la base de données, la base de connaissances sur la sécurité informatique et de s'assurer au meilleur prix derrière. Donc on voyait que les assureurs en France ont mis une démarche à la fois itérative et positive, permettant de faire leur métier, c'est-à-dire de mettre sur le marché des contrats d'assurance. Ça a débouché sur des méthodologies d'analyse de risque. On est le seul pays occidental dans le monde à avoir fait ça. Les autres ont fait des méthodes de consultants. Voilà. Alors, il y avait Monsieur Super Consultant en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, qui ont dit voilà, on va mesurer les risques de telle façon.
Puis au bout d'une carrière, je suis bien placé pour vous en passer, pour vous en parler. Au bout de 100 analyses de risque, on est en général pas très loin de l'âge limite. Et donc, c'est terminé. Voilà. Alors qu'en France, comme c'était obligatoire, sinon on n'était pas assuré, ça a été tout de suite 1000, 1500, 2000 utilisations de ces pratiques-là dans le monde informatisé de manière générale, et ce, en moins de 2 ans. Voilà. Donc, je dirais, c'est l'application du standard à la française. Vous voyez, il faut que ça soit obligatoire, et là, ça marche, forcément. Voilà. Donc, on est dans un terrain où les choses existent, déjà. Et non pas... on ne dépend pas du tout des Américains, ni même des Anglais, au plan des standards. On a parlé des normes ce matin. Notre culture gauloise, si je puis dire, de l'analyse de risque, ne nous vient pas du tout de l'application des normes d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche, mais d'un bon sens pragmatique qui vient des assureurs. C'est comme ça, on peut discuter là-dessus. Alors, quand on pratique ce genre d'outils dans un milieu hospitalier, ce qui m'est arrivé évidemment, dans différents centres hospitaliers, on tombe, le produit de cette analyse de risque dit « ça c'est vraiment embêtant et ça l'est moins ». Et tout n'est pas absolument vital dans l'hôpital. Il y a des activités qu'on peut assez facilement mettre en sommeil, je ne dis pas débrancher, mais mettre en sommeil, des activités de gestion, des choses comme ça, si tout devait aller mal à ce point-là. Voilà. Donc il y a forcément une perspective qui vient s'installer entre des choses qui ne sont absolument pas critiques et des choses qui le sont. Au bout du bout, bien entendu, la santé humaine. Forcément, on est sur un secteur où c'est l'humain qui parle, mais éloignons-nous juste le temps d'une phrase du secteur hospitalier santé. Mettons-nous à la place d'une grande banque ou d'un établissement industriel. Est-ce que c'est un mort de plus ou de moins d'un accident du travail regrettable, au plan de la morale, qui fait que PSA ne s'appelle plus PSA, BNP ne s'appelle plus BNP, ou Air France ne s'appelle plus Air France? On voit bien que pour tuer une entreprise, la question de la morale chrétienne et du souci de la vie humaine est pesée très différemment pour le gestionnaire de risque, bien sûr, que dans le secteur hôpital-santé. Une entreprise ne répond pas à la même logique que celle de la santé humaine. Voilà. Et donc tout ceci, bien entendu, est tout à fait normal. Mais il n'y a pas que la santé humaine, il y a aussi l'énergie, évidemment. Alors, on a un rétexte très clair là-dessus, c'est ce qui est arrivé à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon en 1998, vous vous souvenez. Donc un cafouillage entre EDF d'un côté qui dit on va vous couper le courant, l'autre dit oui, j'ai bien compris, je démarre les groupes, et puis patatras, les groupes se sont arrêtés juste au moment où ça a coupé. Donc tout le monde s'est retrouvé sur les batteries, sur les plateaux techniques, 10 minutes après, plus de batterie, 11 morts. Alors évidemment, et là on est sur un sujet sécurité informatique, puisque c'est un logiciel qui a fait la manœuvre, si je puis dire, qui a coupé le courant sans possibilité de le remettre. Et quelques années plus tard, à l'hôpital Saint-Antoine, 4 groupes, dans les mêmes circonstances, 4 groupes démarrent, 2 s'arrêtent, 2 morts. Donc vous voyez, l'histoire s'est répétée malheureusement peu de temps après. On est dans nos métiers, c'est-à-dire le métier de l'électronique au profit de la santé, et là tout de suite ça touche évidemment à des enjeux tout à fait importants. Alors là aussi, il n'y a pas que non plus l'énergie, la continuité des laboratoires. Alors j'ai pas vos chiffres en tête, mais j'ai les chiffres de l'hôpital, d'un grand hôpital parisien dont le nom m'échappe et il va me revenir dans ma phrase. C'est 20, 25 000, 30 000 analyses jour, à peu près, pour faire tourner un centre hospitalier. Quand ce truc-là s'effondre, pour des raisons informatiques notamment, 30 000 analyses jour, d'abord on ne les fait plus. On en fait beaucoup moins pour pouvoir faire l'essentiel, mais même à la main, en courant avec le bout de papier et le code-barre, au sortir de l'imprimante et traverser la rue, c'est tout de suite la grosse pagaille dans le centre hospitalier. Les plateaux techniques, c'est pareil. Le système d'information, quand il s'écroule, eh bien évidemment, tout s'arrête, ça va de soi. Pas plus tard qu'au printemps dernier, à l'hôpital de Saint-Lô, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'hôpital de Saint-Lô, donc il y a eu le cœur de réseau qui a essuyé sa double panne sur le fond de panier, c'est-à-dire le truc qui n'arrive pas. Vous savez, le truc, on vous dit ça peut... Non. Bah oui. Donc patatras, tout par terre. Et donc là, le premier réflexe, c'est tout de suite d'aller dans les services et de dire, c'est planté. Alors ça, ils ont vu, mais surtout, ça va durer. Ça va durer. Cette information-là est extrêmement importante. Je vais y revenir dans la partie gestion de crise. C'est pas laisser les gens inertes comme ça en disant veuillez nous excuser pour cette panne momentanée, mais on ne peut pas vous dire. Voilà. Si on laisse les gens comme ça, évidemment, on va au tapis tout de suite. Et puis le risque juridique conformité, qui est un risque qui pèse de plus en plus quand on n'est plus du tout dans les clous de la loi. Alors ça aussi, je vais y revenir, mais je vais vous donner un bon moyen de contourner les lois avec l'accord du législateur. Vous allez voir, c'est rigolo. Alors, avec même la bénédiction du législateur. Et en se passant des avocats. Voilà. Non. Non.
Donc j'en parlais tout à l'heure avec un de vos collègues. Non, c'est une sorte de tour de magie aquatique. Enfin, vous allez voir. Bon. Alors, donc ça, c'est le premier outil. L'outil de la gestion des risques, c'est un outil qu'on a dans le monde de l'entreprise et donc dans le monde de l'hôpital depuis pas mal d'années, qui permet de mettre les risques en perspective et de dire, ça, c'est absolument critique, vital. On le met au chaud et donc on met des plans B de la gestion de crise, tout un tas de trucs autour. Et puis il y a des choses qui, le contrôle de gestion, par exemple, c'est très important pour contenir les coûts de fonctionnement d'un hôpital. Mais enfin, franchement, le jour où c'est l'apocalypse, le contrôle de gestion, il va attendre 5 minutes. Il faut peut-être juste envoyer une cellule de soutien psychologique au directeur de contrôle de ces gestions pour lui expliquer qu'on va lui trouver un avenir dans les jours qui viennent. Mais enfin, bon, vous voyez, il y a des choses qu'on peut évidemment réétaler et remettre en perspective dans le temps. Donc pour faire ça, pour pouvoir aboutir à ce résultat, on utilise ce qu'on appelle des scénarios, c'est-à-dire qu'on se met autour d'une table multidisciplinaire et on dit what if, quoi, qu'est-ce qui se passe si ? Qu'est-ce qui se passe si mon groupe tombe ? Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de courant dans les batteries ? Si une pelleteuse, qui a déjà survécu à une pelleteuse ? Normalement, j'ai une forêt de bras qui se lève. Hein. Non, mais je ne blague pas. Hein. Qui ouais. Ah oui. Je donne beaucoup de formations sur ces sujets-là. Maintenant, j'ai quasiment 100% des gens qui lèvent le bras dès qu'on dit le mot pelleteuse. Voilà, vous voyez, donc on est, excusez-moi pour celui qui était dans l'espace tout à l'heure, alors on est vraiment au ras du sujet. Tout. Donc on dit, qu'est-ce qui se passe une pelleteuse ? Une pelleteuse télécom, c'est les moins dangereuses, c'est 2 heures en gros, hein, c'est reparti. Une pelleteuse énergie, c'est un petit peu plus, surtout si c'est du 20 000, donc là ça va être 5-6 heures, 10 heures une journée. Si c'est une pelleteuse eau, alors là il y a en plus un dégât des eaux, inondation, camion-pompe et tout le truc, donc c'est 48 heures. Si c'est une pelleteuse de gaz, on vous évacue. Donc vous voyez, ben oui, c'est une pelleteuse jaune hein, qui pète le gaz. Donc là, et les évacuations peuvent aller jusqu'à 1500 mètres, 3000, 2000 mètres, si c'est du gaz lourd qui descend. Donc vous voyez, on se met dans ces situations-là, et puis évidemment, quand il nous arrive des tas de péripéties en aval, mais qui ne touchent pas des activités top critiques, c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave. Et alors ? On est gêné, et alors ? Vous voyez, il ne faut pas non plus monter au cocotier tout de suite en disant « on va tout doubler ». C'est d'abord trop cher, c'est impossible à maintenir. Non, il faut doubler ce qui est top critique, ce qui est absolument essentiel. Alors là, par contre, oui, bien sûr, mettre en place une logique intellectuelle qui consiste à dire qu'est-ce qui se passe, quoi ? Comment on s'y prend pour aller préserver la sécurité des patients, la continuité électrique et quelques autres systèmes, pas plus, pas beaucoup, dans l'hôpital quand il est en grande difficulté. Donc on fait une analyse critique de ces scénarios-là. Et puis ça permet de les classifier. Alors juste pour la petite anecdote, dans le monde bancaire, les seuils de risque qu'on utilise sont évidemment des risques financiers, des seuils financiers. Au-delà de X millions, X milliards même, c'est pas grave. Après c'est un peu grave au-delà de 10 milliards, c'est moyennement grave au-delà de 20-30. Souvenez-vous, la Société Générale était dans la limite très grave à vraiment très très grave avec l'affaire Kerviel. Ils étaient en exposition sur les marchés à hauteur de 51 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne, avec un delta de 7,5 milliards le lendemain. Vous voyez, déjà par rapport à vos budgets, vous voyez, on est déjà le cliquet, il est quand même assez loin. Bon, je n'ai pas connaissance de vos éléments budgétaires, mais donc vous voyez, mais c'est normal. Pour tuer une banque, il ne faut pas y aller avec une petite cuillère. Hein, vous comprenez bien que bon. Or, aussi bien dans le monde financier que dans le monde industriel, on n'utilise plus ces métriques financières parce que d'abord, ça ne veut plus rien dire. À force de parler de montants pareils, on en perd le sens des mots et le sens de la valeur. Et ensuite, ça énerve les syndicats. Ah bon, en dessous d'1 milliard, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc c'est agaçant. Alors, donc on utilise autre chose et on utilise votre vocabulaire à vous, c'est-à-dire celui de la santé humaine. On appelle ça le vocabulaire bioéconomique. Et donc on présente aux dirigeants des banques pronostic vital engagé de la banque, et il comprend. Hein. Aux urgences. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. En dessous, c'est la grosse grippe, celle qui vous tue un moment avec un plan de rattrape. Et puis en dessous, c'est le rhume, ça vous gêne, mais enfin, c'est bon. Et en dessous, c'est rien du tout. Voilà. Et avec ce vocabulaire qui vient de chez vous, donc je voudrais vous rendre cette paternité-là, si vous voulez, avec ce vocabulaire bioéconomique, on arrive à gérer les risques dans des secteurs d'activité autres que celui de la santé, avec un vocabulaire qui est compréhensible par tous. Quand on est banquier, transporteur aérien, assureur, industriel, industrie de la pharmacie, et on dit pronostic de l'entreprise engagée, pronostic vital de l'entreprise engagée, tout le monde comprend, au board, comme conseil d'administration. Il n'y a plus besoin de balancer des chiffres. Au-delà de 100, ah bon, et à 0,99, qu'est-ce qu'on fait ? Vous voyez, il y a toujours des polytechniciens agaçants là qui... Bon.
Donc le vocabulaire qu'on appelle bioéconomique a permis de faire des avancées significatives dans le monde de la gestion du risque dans les secteurs autres que le vôtre. Donc merci à tous de cet héritage-là. Et franchement, ça marche bien. Et pas qu'en France d'ailleurs, ça marche assez bien. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est sur le terrain de la gestion des risques est un terrain qui est assez outillé, qui bénéficie d'un bon sens dans la terminologie qui vient de chez vous, plutôt de bonne Noël, toujours ça près, et qui permet de mettre en perspective les risques en fonction des véritables enjeux. Et quand on creuse bien, on se rend compte qu'avant de mourir, finalement, il faut éteindre pas beaucoup de fonctions. Il n'y en a plus, alors elles sont vraiment importantes, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Tout le reste peut être dégrafé, au moins provisoirement, le temps de régler les problèmes les plus graves. L'autre sujet, c'est le sujet de la gestion de crise, qui n'a rien à voir. La gestion de crise, on peut s'amuser à en chercher une définition. Cette définition, je vous la propose sur l'écran qui est derrière, et elle vient finalement d'un petit raisonnement qui est tout simple. Je vous ai mis verticalement l'axe de la facilité. En bas, alors c'est un truc à 4 cadrans, ça fait chic, hein, c'est un truc de consultant. Oui, monsieur. Mais bon, ça permet de comprendre aussi. Alors, l'axe vertical, c'est l'axe de la facilité. En bas, ça va être des crises très faciles à résoudre. En haut, ça va être des crises très difficiles et éventuellement mortelles pour ce que nous devons sauver, un hôpital dans notre cas. À gauche, donc pour vous à gauche, les événements peu fréquents, très rares, et à droite, les événements très fréquents qui arrivent en permanence. Examinons cadran par cadran quelle est la situation. En bas à gauche, c'est-à-dire peu fréquent et facile. Vous êtes confronté à une situation très rare, mais très facile à résoudre et peu dangereuse. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre réaction? Vous allez régler le problème, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est facile à régler. Un bouton, on appuie dessus, on ferme une porte, on appelle quelqu'un en plus, vous voyez, c'est facile. Facile, facile. Pas besoin de mettre en place un comité Théodule de crise qui ira rendre compte à la préfecture parce qu'on a fermé une porte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, quoi. Donc, il faut faire des choses plein de bon sens. Et donc, les cadres et tous ceux qui sont là pour ça, dans les organigrammes informatiques et dans les organigrammes d'hôpital, sont là pour régler les problèmes. Donc, on le fait. Donc, c'est pas là que se joue la gestion de crise, très clairement. Je m'en vais en bas à droite, cette fois-ci. C'est toujours aussi facile, mais les événements sont de moins en moins rares. Et donc, ils arrivent de plus en plus souvent. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place une solution industrialisée pour faire baisser les coûts. C'est-à-dire qu'on écrit des procédures, et puis à chaque fois qu'il y a ça qui arrive, on fait ça. Voilà. On met un automatisme, pourquoi pas? Mais c'est toujours pas de la gestion de crise. C'est de la gestion récurrente d'incidents non souhaités, non souhaitables, et en attendant que le système soit plus robuste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On règle le problème, quoi. Voilà. Mais comme ça arrive souvent, on va pas enquiquiner tout le monde, et on fait une petite procédure. C'est pas de la gestion de crise non plus. Je monte verticalement tout en restant à droite. C'est-à-dire que j'ai des événements toujours très fréquents, mais de plus en plus ennuyeux, de plus en plus dangereux. Alors là, on va être obligé de monter un peu en gamme dans la résolution. Ça va commencer à devenir cher, parce que c'est fréquent et compliqué. Et puis, si je monte, à un moment donné, il y a un plafond. C'est celui de la mort. De la mort de l'hôpital, de la mort, parce que vous ne pourrez plus fonctionner. Vous êtes obligé de vous arrêter et on évacue tout le monde. Je ne sais pas s'il y a eu des centres hospitaliers qui ont été évacués il y a 24-48 heures dans la région PACA, peut-être le savez-vous. Je ne sais pas, je n'ai pas l'info. Enfin, s'ils se sont retrouvés dans 2 mètres debout, il n'y en a pas eu. Bon. Dans l'hypothèse où s'il y en avait eu, on peut imaginer que, si la maison de retraite, déjà, c'est un établissement de santé, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous le classez chez vous, mais enfin bon, prenons cet exemple-là. Il y a 2 mètres debout dans la cuisine, les infrastructures techniques du truc, on évacue. Voilà. Donc il est là le plafond, c'est compliqué à régler, c'est de plus en plus grave, à un moment donné, stop. Mais c'est toujours pas de la gestion de crise, là. La gestion de crise, elle est dans le cadran en haut à gauche. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois rare et qui peut engager le pronostic vital de l'organisme dont j'ai la responsabilité. Autrement dit, si je formule différemment le truc, c'est un endroit où c'est excessivement dangereux et on est mauvais. Pourquoi on est mauvais? Parce que c'est tellement rare qu'on n'est pas entraîné, ou on n'a pas les procédures. D'accord? Donc c'est ce tandem-là qui est très ennuyeux, c'est-à-dire que comme on n'est pas entraîné, on va être encore plus mauvais, et il faudrait être encore meilleur, puisque c'est très dangereux. Les courbes se croisent à cet endroit-là, et là, la réponse n'est plus dans les procédures, encore moins dans les normes, et donc il faut dégrafer son usine à bon sens, et jeter le cahier de procédure, et dire « Ok, comment on va faire ?»
C'est ça, la gestion de crise commence là. Commence là. C'est-à-dire commence, pour prendre une image aéronautique et spatiale avec monsieur qui nous a expliqué ça tout à l'heure, au moment où dans Apollo 13, on dit tu prends le plan de vol, c'est ça, tu arraches la couverture pour faire un filtre avec le filtre à l'hydroxyde de lithium, parce que voilà. C'est-à-dire que le plan de vol ne sert plus qu'à faire un bout de carton. C'est ça qui s'est passé, hein, je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Et la gestion de crise en milieu hospitalier, dans les sujets qui nous intéressent, hein, de la e-santé, ça commence quand vos procédures s'arrêtent. Alors évidemment, mieux vous êtes préparé, plus vous allez repousser ce point, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Mais on va y revenir tout à l'heure, si Paris est englouti par les eaux, comme on le redoute de temps en temps, le cahier de procédure, vous pouvez l'envoyer balader tout de suite. Hein, ça va vous faire de l'économie de poids dans votre serviette. Hein. Voilà. Donc la définition de la gestion de crise, elle vient de ce petit raisonnement-là, qui est tout simple. Et c'est donc une situation exceptionnelle de nature à nous mettre en difficulté. Si ces deux composantes-là sont réunies, cellule de crise. Sinon, non. Sinon, alors où c'est facile, on règle le problème, ou c'est difficile, mais comme c'est fréquent, on ouvre les cahiers de procédure. Et la réponse est en principe dedans. Donc canicule 2003. Est-ce que c'était une situation exceptionnelle ? Oui. Je ne suis pas médecin, hein, mais... Est-ce que c'était une situation de nature à nous mettre en difficulté ? Oui. À partir de quand, de quelle date dans le calendrier de la canicule 2003, pouvait-on dire que c'était une situation de nature à nous mettre en difficulté ? La réponse est 13 jours avant le déclenchement du plan canicule. Enfin, du plan blanc en l'espèce. Au moment où Raffarin était dans les Alpes, etc., etc., tout le monde. Voilà. Donc, s'il y avait eu cette définition toute simple, quoi. Est-ce que c'est rare ? Oui. Est-ce que c'est de nature à nous mettre en difficulté ? Pchit, on tient la... Chacun à son niveau, bien sûr. Et c'est vrai en informatique quand un virus arrive. C'est exactement pareil. Donc, ça nous aurait permis d'économiser... Alors là, je ne veux pas me lancer là-dedans. Combien de vies ? J'en sais rien. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Alors, ça va être compliqué. Gestion de crise. Non, il faut que ça soit plus grave que ça pour faire une cellule de crise. Alors, comment ça marche une cellule de crise ? Une cellule de crise, c'est pas une salle où il y a marqué cellule de crise. C'est pas un local. Une cellule de crise, c'est une machine méthodologique qui sert à régler le problème. Vous avez un problème à régler, il n'y a plus de procédure, c'est dangereux, vous n'avez pas forcément les bonnes compétences. Qu'est-ce qu'on fait ? Une cellule de crise ? On ne se tire pas à la salle. Hein. Ah, on a fait une cellule. Non. On met en route une démarche méthodologique qui permet de traiter le problème. Pas tout à fait la même chose. Évidemment, si vous mettez des bras cassés dans la cellule de crise, c'est-à-dire des gens qui paniquent, ah oulala, bon, mettez plutôt des gens qui soient calmes, avec un esprit marin. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens qui sont marins, vous avez de la tempête, vous avez des matés, il n'y a plus d'électricité, tout le monde est malade. Bon, c'est le skipper en général, s'il fait son boulot, ça marche plutôt pas mal. C'est cet état d'esprit-là. Appliquer la méthode de travail, évidemment, restez zen. Alors comment ça marche ? Donc juste en 2 minutes. Puisque j'en ai mangé une. Donc, à midi, au sens aéronautique du terme, vous récupérez une situation qui vous est imposée par les événements, la météo, les virus, toutes les saloperies, le groupe qui est perdu, enfin, j'en sais rien. Et vous faites dans le premier quart-temps à l'écran, jusqu'à écart, si vous voulez, une première opération qui consiste à faire ce qu'on appelle un point de situation. Point de situation, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui se passe ? C'est pas forcément sous vos yeux. Si on vous décroche le téléphone, une salle informatique qui est à perpète, on vous dit oui, il y a de l'eau dans la salle informatique. Mais de l'eau, ça veut rien dire. Si c'est une gougoute posée sur le truc, on s'en fout. Si c'est 2 mètres de flotte, il faut peut-être un peu s'agiter. Donc des photos, des chiffres. Le smartphone que tout le monde nous avons dans la poche est un outil ultra précieux pour faire ce genre de truc. C'est même l'outil clé. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Donc demandez à vos collaborateurs de vous remonter des infos avant de prendre des décisions, avant de discuter, de telle sorte que vous ayez une vue de la situation. Et quand je dis vue de la situation, c'est quelle est la météo de demain. Parce que si vous dites on évacue et que demain il neige, ça ne va pas le faire non plus. Donc essayez d'ouvrir votre champ à d'autres disciplines qui risquent de vous tomber dessus. Deuxième quart-temps, il me reste 1 minute. C'est l'interprétation, mais je connais bien les chiffres négatifs, vous allez voir. C'est donc l'interprétation, c'est-à-dire de dire, ok, j'ai perdu ma salle informatique, une pelleteuse m'a enlevé ça, qu'est-ce qui marche plus ? C'est plus un boulot de reporter, c'est un boulot d'analyste, qui consiste à dire, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui reste ? Mon ingé télécom qui a tout dans sa tête et rien dans ses dossiers, il est toujours injoignable, ok. Comment je fais ? Donc c'est une question d'accès à l'expertise.
et de pouvoir établir 2 scénarios, pas 3 s'il vous plaît, un scénario au mieux. Qu'est-ce qui se passe si à partir de maintenant, tout va au mieux? C'est-à-dire, le gars est là, il a oublié, il n'est pas ivre-mort, il reconnaît le vert du rouge quand il faut appuyer sur le bouton, etc. Remonter, France Télécom, enfin Orange revient, c'est souder la fibre dans de bonnes conditions, il pleut pas, il neige pas, enfin voilà, tout va bien, voilà. Et si tout va bien, ça va vous donner 1 heure d'arrêt, 1 jour d'arrêt, 10 jours d'arrêt, bref, vous avez une visibilité au mieux. Et un deuxième scénario qui s'appelle au pire, il me reste 0 minutes, qui consiste à dire, à partir de maintenant, tout continue de foirer. C'est-à-dire, mais non, mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, j'arrive pas à joindre les gens, les bornes SFR, 3G, etc. ne marchent plus, comme ça arrive très souvent quand il y a une grosse panne. Souvenez-vous la panne Orange en 2013 au mois de juillet. J'ai eu un retour par les hôpitaux de Marseille, ils ont dégusté le soir. Donc peut-être chez vous aussi, c'était quand même assez compliqué. Puis 5h30 à l'heure du pastis, c'est l'heure de pointe là-bas quand même. Donc qu'est-ce qui se passe si ça continue de foirer, quoi? J'ai pas accès à mes ressources, j'ai pas mes sous-traitants, j'ai pas mes fournisseurs critiques. L'énergie électrique est revenue, mais elle repart, elle revient parce que c'est chaotique et on sait ce que c'est que les retours de l'électricité, etc. Et vous allez avoir un scénario au pire. Au pire. Et donc votre résolution de crise, elle va se passer entre au mieux et au pire. Pas très compliqué. Donc si vous pouvez aller là dans les services et de dire, amis infirmières, personnel soignant, etc., on en a pour entre 2 heures et 3 jours. Certes, c'est large. Mais la prochaine itération du cycle de la gestion de crise, on va refermer la fourchette. Mais entre 2 heures et 3 jours, ils ont une visibilité sur le truc et ils sont capables de s'organiser. Alors que si vous dites, on ne sait pas, on ne peut pas s'engager sur le retour à la normale, c'est que vous leur donnez rien. Vous leur donnez juste rien. Et avec rien, on ne peut pas travailler. Donc le premier tour de la gestion de crise, en général, il y a une fourchette assez large. Donc rue Majeure, pareil, c'est exactement pareil. Et donc on resserre cette fourchette au fur et à mesure qu'on avance et que les bonnes nouvelles tombent. Peut-être quelques mauvaises aussi, mais que les bonnes nouvelles tombent. Et puis, 4e temps, bien entendu, on communique. Alors, en moins 1 minute, ce qu'il ne faut pas faire, regardez en haut à gauche, c'est de votre petit collègue, pauvre camarade journaliste de TV5 Monde, qui est en train de se justifier à l'antenne au mois d'avril dernier, en train de dire pas du tout, notre informatique est très robuste, alors que derrière lui, dans l'encadré, il y a tous les mots de passe d'accès au système. C'est passé sur toutes les télés du monde. J'étais à l'étranger à ce moment-là, j'ai regardé la télé vénézuélienne, et les retours plateaux avec les experts en cybersécurité sur la chaîne du Venezuela étaient atroces pour l'image de la France à l'étranger. Oui, je vais loin. Les Français n'ont rien compris, voilà. Donc si un jour vous avez une attaque informatique et que la presse déboule chez vous pour dire « alors, qu'est-ce qui s'est passé ?», vous les recevez devant un mur blanc. Sinon, vous ridiculisez tout le monde, à commencer par vous-même. Sur les 2 slides qui sont en dessous, c'était la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, sur France 3, peut-être avez-vous regardé l'émission sur l'Élysée. Vous n'avez pas regardé La vie à l'Élysée? Le documentaire, voilà. Et dans cette émission-là, à 2 reprises, on voit les mots de passe de l'Élysée. Non, c'est pas une blague du tout. Alors je peux vous les donner, hein, c'est... Ah bah, ils sont écrits, et c'est sorti sur tous les blogs, ils ont été changés depuis. Donc c'est Wi-Fi présidence, et le mot de passe c'est Élysée 75008. Vous voyez, voilà, voyez la robustesse. Donc ces messieurs de l'ANSSI sont pris... Oui ou non? Ça a été bougé depuis, c'est ça? Ah bon? Allez-y. Fondre les mots de passe d'un réseau Wi-Fi... non, mais... C'est celui qui est mis en place pour les journalistes, exclusivement pour les journalistes. Mais je sais. Effectivement, non. Mais ça a fait un buzz extraordinaire. L'image de marque est complètement dégradée. Mais c'est de ça dont je parle. Et je ne parle que de ça. La question n'est pas de savoir si en passant par ce routeur-là, on peut attaquer le reste. Honnêtement, je m'en fous. Mais je dis simplement que l'image qui est donnée est épouvantable. Épouvantable. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et 3 minutes plus tard, la même affichette, entre autres, portée du président à sec à droite, à mouillé à gauche. On est d'accord. Bon, donc, on est d'accord. Bon, donc, la gestion de crise, c'est aussi ça. Et là, il faut pas blâmer celui qui a dit, OK, vous pouvez y aller, parce que celui qui a tourné les images, France Télé, il a rien dit. C'est vrai aussi pour TV5. Hein. Le gars de l'ANSSI qui était dans la salle, il a rien dit. Bon. Et celui qui a revisionné le truc au montage, je ne croyais pas qu'ils auraient pu dire, ils savent flouter les enfants. Vous savez, on met parce qu'ils savent que sinon ils sont inquiétés. Mais ça, par contre, ils floutent pas.
Donc il y a un problème de... Bon, et puis à la fin, en finale, avant de dire ok, ça passe en diffusion, pensez pas qu'il y en a un qui aurait pu passer un coup de fil à l'Élysée en disant dites donc, il y a au moins 6 ou 7 personnes qui ont été fautives à la queue leu, que ce soit sur l'affaire TV5 Monde ou sur l'affaire de l'Élysée. Bon, je pense qu'on est d'accord, je ne sais pas si c'est 6 ou 8, peu importe. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, si un jour vous avez la presse qui vient chez vous pour vous dire alors, le scanner qui est tombé, alors, que quelqu'un regarde l'image, quoi. Voilà. Parce que c'est la confiance derrière. Hein. Et puis sinon, on va vous dire, moi je me fais pas opérer chez vous, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, donc juste en moins 3 minutes maintenant, et j'aurai terminé sur les grands risques qui arrivent. Alors vous avez compris que le curseur est tout à fait en haut par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas de rentrer dans une application, il s'agit d'événements vraiment, véritablement tout à fait majeurs. C'est le climat, là, aujourd'hui, qui nous préoccupe le plus. Alors les attaques virus, oui, machin, d'accord, mais le climat, ça fait... Enfin, je suis particulièrement inquiet de la violence que vous avez vu, là, la taille des tornades qu'on se récupère maintenant. Tornade, pas mini-tornade. Tornade, maintenant, on a enlevé le mini. Et donc, rendez-vous dans 1 an ou dans 2 ans pour aller discuter d'une tornade qui aura traversé un centre hospitalier. Et là, on n'est plus du tout dans la même catégorie de plan B et de réaction, et bien entendu de gestion de crise. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, la manière dont vous quitterez vos installations, même temporairement, même partiellement, pour aller faire un petit peu de plan B à l'extérieur pour revenir derrière. Déménager un hôpital, je ne veux même pas y penser, je ne sais même pas comment on fait. Je pense que ça me paraît très compliqué. Votre collègue patron de l'hôpital Georges Pompidou, je ne sais pas ce qu'il va faire si la Seine déborde. Enfin bon, voilà, pour moi, on rentre dans des univers qui ressemblent à du cauchemar. Et l'informatique doit suivre là-dedans. L'informatique doit vous suivre. Vous allez dire, OK, on arrête tout ça et on s'en va. Bon. Donc, c'est pas facile du tout. Et puis, la panne des réseaux, qui, il y a encore quelques années, était d'une extraordinaire fiabilité. Je parle des réseaux de mobile. Et qui, aujourd'hui, chasse contre les coups. Toute la redondance est en train de partir. Et donc, on a de plus en plus de pannes. On a un rétex Orange là-dessus. Alors, pour que vous puissiez faire de beaux cauchemars ce soir, en vous couchant, je vous ai mis là la carte de la coupure des ponts si la Seine déborde. Comme vous le savez, donc on redoute un scénario extrêmement grave sur Paris. Donc toutes les petites croix noires, c'est la Seine infranchissable pendant 30 jours. Donc la Seine infranchissable pendant 30 jours. 76 établissements de santé à évacuer. Donc forcément une dégradation de l'activité non urgente, y compris ici à Strasbourg. On va vous envoyer des patients chez vous, hein, c'est ça qui va se passer. Et donc vous allez vous retrouver des produits d'importation parisienne en masse, avec une informatique défaillante. Mais non, mais c'est ça qui va... Sans visa. Absolument, sans papier, sans visa. Non, mais je rigole pas du tout. Hein. C'est la crue majeure Paris, c'est 4,4 millions de personnes sans électricité pendant plusieurs mois. Tout ça, ça vient chez vous, hein. On est bien d'accord. Donc, à Lille, au Mans, Nantes, enfin, je connais quelqu'un dans la salle qui connaît particulièrement bien le sujet. Donc, c'est pas du tout un sujet de rigolade. Et donc, là aussi, on tombe dans de la gestion de crise, ici, dans un établissement d'accueil, hein, qui n'a pas été touché par une catastrophe. Vous avez été touché par la catastrophe d'à côté. Donc, voilà quelque chose qui mérite sans doute une préparation et la mise en place d'un logiciel alternatif, comment dirais-je, robuste, quoi, voilà, qui résiste au stress, en tous les cas. Merci. Merci à vous.